Bien, bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour ce petit événement convivial. Je m'appelle Quentin Lazarotto, je suis responsable des activités audiovisuelles de l'Institut Henri Poincaré et donc du Ciné-Club Univers Convergent, qui est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. C'est donc la 4e édition qui va démarrer en 2017. 4 ans, c'est un peu un âge de raison. Alors on s'est dit qu'il fallait qu'on célèbre ça ensemble. Donc on s'est réunis, il y a ici des amis, des collaborateurs, l'équipe du Ciné-Club, l'équipe du cinéma, ici à la maison. On a aussi convié quelques journalistes et je vois aussi des spectateurs fidèles, donc c'est super, on va vous présenter tout ce qu'on vous a réservé pour 2017. Et alors, pour marquer le coup encore plus, vous allez voir, on a bien travaillé. De manière préliminaire, déjà, on a une nouvelle affiche. Elle a été réalisée par Neuville Bernard et le service communication de l'IHP. On change de modèle. On a un petit visage qui représente bien l'idée science-société, la thématique science-société de notre ciné-club. Et alors, il y a un petit terme technique que les physiciens m'ont appris, ça s'appelle une catastration de faire ça. Il y a deux façons. Alors, Catastration ou catastérisation. Catastration ou catastérisation, c'est le fait donc, de créer une constellation. C'est bien ça, Jean-Philippe? C'est ça. Voilà. Réservé à Zeus normalement, mais on peut se faire. Voilà, on se l'est permis aujourd'hui. Voilà pour cette affiche. Alors, conférence de presse. Conférence de presse, c'est un exercice un peu nouveau pour nous. Moi, je serai votre hôte aujourd'hui et on est là pour une demi-heure ensemble. Je vais introduire un certain nombre de personnalités qui ont accepté de venir vous présenter le programme 2017. On va faire ça évidemment dans l'ambiance conviviale que vous connaissez bien de nos soirées. Et pour démarrer, on s'est payé le luxe cette année d'avoir un générique qui nous permettra de lancer nos séances. On a essayé de faire un générique un peu sympathique, j'espère qu'il vous plaira. C'est parti, générique. Générique est là, Neuville Bernard pour les animations et la réalisation, Arthur Deren, le compositeur pour la musique, et Thomas Huguet qui nous a fait tous ces bruitages et qui a même prêté sa petite voix à Einstein. Alors, maintenant, c'est mon rôle d'introduire un invité de marque, qui est d'ailleurs ici déjà désormais chez lui. C'est un mathématicien, célèbre mathématicien, qui d'ailleurs dans le futur aura peut-être sa propre constellation à son nom. Je vous demande d'accueillir le directeur de l'Institut Henri Poincaré, Cédric Villani. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Un grand merci Isabelle pour nous accueillir encore une fois au Grand Action. Quelques mots sur ce ciné-club de l'Institut Henri Poincaré et sur sa genèse. L'Institut Henri Poincaré, ça fait partie de ses missions que de participer à la promotion des sciences mathématiques au sens large, ce terme recouvrant aussi la physique théorique, la biologie théorique, l'informatique théorique, tous les sujets dans lesquels il y a une formalisation abstraite. Et ça fait partie donc de ces missions que de travailler sur ce contact entre spécialistes et non spécialistes et d'organiser le débat. Pour organiser le débat, c'est très intéressant d'avoir des manifestations conviviales et des événements avec un contact important dans lesquels on est ensemble à s'émerveiller avant de se lancer dans une discussion technique, et c'est pour ça qu'un film est idéal pour cela. Alors, avec ça en tête, à partir de 2012-2013, et avec l'arrivée à l'Institut Henri Poincaré de nouveaux poids lourds, comme Quentin Lazarotto, que vous venez de voir, pour prendre en main le service audiovisuel, et puis Jean-Philippe Usan, qui est directeur adjoint, qui était le nouveau directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré, on s'est dit qu'on allait faire des expériences de séances de ciné-club, ciné-débat, et qu'on allait faire ça dans un vrai cinéma.
cinéma, un cinéma de marque et un cinéma légendaire dans le 5e arrondissement, bien sûr, le Grand Action. On a commencé par programmer un film qui parlait directement de mathématiques, de mathématiciens. Il s'agissait du film Codebreaker sur Alan Turing. On a programmé 2 séances, ça devait être en 2013. On a vu qu'on avait salle comble et on a bien compris qu'il y avait là un créneau qu'il fallait que l'on développe et que l'on occupe. Et avec plusieurs objectifs, utiliser le prétexte de film pour non seulement informer, mais organiser des rencontres entre experts et public désireux d'en savoir plus sur ce qu'il y a autour du film et ce qu'on peut voir derrière le film. Et puis une façon aussi de s'ancrer dans un voisinage, puisque le Grand Action et l'Institut Henri Poincaré sont, pour ainsi dire, à 2 pas l'un de l'autre. Avec la bénédiction d'Isabelle Gibalardi, nous avons donc lancé, dès 2014, un vrai cycle de ciné-club avec programmation de 5 films par an et 6 films par an, et voilà, encore plus ambitieux. Et nous avons fait première saison, deuxième saison, troisième saison, avec à chaque fois des salles combles. On a dû déjà avoir, donc ça nous fait, oui, comme il y a eu les 2 premiers, ça nous fait en tout 20 séances à ce jour, peut-être 6000 spectateurs, quelque chose comme ça, des dizaines de milliers de vues des débats sur la chaîne YouTube, 50 intervenants qui sont venus échanger. C'est des spécialistes de toutes sortes de disciplines qui sont venus échanger avec le public pour à chaque fois éclairer un débat en partant du film et parler de science dans un contexte détendu, amical et productif. Par exemple, quand on a passé Rencontre du 3e type, on avait avec nous pour débattre du film un spécialiste d'exobiologie, un spécialiste de science-fiction et un spécialiste d'innovation, parce que dans le film, il y avait aussi cette dimension allégorie de l'innovation avec son cortège d'obsessions et de découvertes inattendues. Donc l'idée, c'est que c'est à chaque fois pas des documentaires, ce ne sont pas des films qui parlent forcément spécifiquement de science, mais des films reconnus dans le monde du cinéma, dans l'histoire du cinéma, et qu'on s'évertue à éclairer avec certains spécialistes. Et puis, à chaque fois, on sélectionne pour qu'on ait un panel sur les 6 films, que ça permette des débats dans différentes branches, avec différents intervenants, qu'on ait des films anciens et des films récents, des films tristes et des films gays, et tout ce que vous voulez. Chaque année, on continue à diversifier, à enrichir notre palette, et dans quelques instants, ce sera peut-être le moment le plus attendu de cette conférence de presse, où dans un grand roulement de tambour sera dévoilée la nouvelle programmation de cette année. Et on va dire que ce projet, cette activité de ciné-club, elle nous tient à cœur. Ce n'est pas une activité isolée comme ça qu'on fait en plus du reste, c'est quelque chose qui participe à notre projet de développement général de l'Institut Henri Poincaré, en particulier l'atterrissage prévu pour le grand plan de rénovation et d'augmentation qui doit atterrir à l'horizon 2020, qu'on a lancé il y a quelques années déjà, qu'on va appeler la Maison des mathématiques, un projet dans lequel on aura étendu l'Institut Poincaré physiquement, mais aussi dans ses missions, et dans lequel on s'occupera beaucoup de contacts avec la société, avec un accueil dans nos locaux de dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Des scolaires, des enseignants, des curieux, un projet dans lequel aussi on aura un partenariat très étroit avec un certain nombre d'entreprises pour qui le contact entre science et technologie joue un rôle très important. Et un projet qu'on aborde avec l'angle technologique, l'angle de la pédagogie, l'angle de la société, mais aussi beaucoup l'angle de la culture et l'angle de l'art. Avec le cinéma, on aura donc un maillon important de ce projet d'ensemble. Voilà. J'ai oublié quelque chose, Quentin ? Super, merci. Merci Cédric. Alors comme tu l'as dit, c'est le moment le tant attendu, le secret le mieux gardé de l'Institut Henri Poincaré, dans un coffre, tout ça. Alors on va vous présenter les films sélectionnés pour 2017 qu'on nous a préparés, ainsi que quelques petites surprises. Alors c'est parti, bande annonce.
Je vous invite à Univers Convergent, le ciné-club de l'Institut Henri Poincaré. C'est un rendez-vous entre les scientifiques et le public avec des films qui nous donneront l'occasion de discuter ensemble de science et de société. Je suis absolument ravie d'accueillir au cinéma Le Grand Action le ciné-club pour sa 4e édition. I think we're back in business. Selon la tradition, nous nous rencontrerons le dernier mardi de chaque mois, de janvier à juin 2017. On se retrouve parce qu'on aime le cinéma. Parfois, une connaissance scientifique vous donne des nouvelles dimensions d'interprétation. On commencera par le film Citizenfour. Un héros, un traître, en tout cas le symbole d'une époque hantée par les questions de vie privée, Snowden. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Ensuite, au mois de février, Aelita, film muet russe des années 20, où nous suivrons l'héroïne reine de la planète Mars. Cette projection sera accompagnée au piano par Robert Piéchaud. Ce sera donc un ciné-concert. Au mois de mars, nous aurons Jurassic Park, un film qui nous parlera de paléontologie, un peu à la mode science-fiction. En avril, nous plongerons dans des problématiques neurocognitives grâce au film Réole. Et on va savourer un grand classique de Billy Wilder, la vie privée de Sherlock Holmes. L'occasion d'évoquer le rôle grandissant des méthodes scientifiques dans les investigations policières. Et pour finir, en beauté, avec The Big Short, un film sur les relations entre mathématiques et finances. By the way, these risky mortgages are called subprime. Dans la sélection, il y a un film qui illustre particulièrement bien les problématiques que nous avons en tête d'exposer. C'est Citizenfour, avec une scène où Snowden est dans sa petite chambre d'hôtel en discussion avec le journaliste. Il va révéler au monde l'ampleur de cette surveillance institutionnalisée qui a été mise en place. Le moment précis où un secret d'État est divulgué. Il y a un film et une séquence dont j'aimerais particulièrement vous parler. Le film, c'est The Big Short. Un de nos héros représente le marché obligataire sous forme d'une tour de Kaplan. Petit à petit, il va enlever des cubes en bois de la base de la tour. Ces cubes représentent des produits financiers surestimés par les agences de notation. Nous allons creuser les relations qui unissent mathématiques et finances lors de notre séance du mois de juin. Dans notre sélection, il y a un film que j'aime particulièrement, Jurassic Park. Dans cette scène, les personnages principaux du film découvrent pour la première fois les dinosaures vivants. On voit toutes les réactions des paléontologues pour qui le monde s'effondre un peu. Ce créateur de parc qui, lui, est tout excité parce qu'il a fait quelque chose que les scientifiques ne sont pas capables de faire. Et puis le banquier qui, lui, compte déjà les millions. C'est une bonne mise en scène des interactions entre le fait d'utiliser la science et les questions éthiques et déontologiques que cela peut poser. C'est un ciné-club qui n'est pas comme les autres. Ce sont des moments magiques, inoubliables. La salle est pleine. Après le film, nous avons un débat que nous continuons de façon conviviale autour d'un cocktail. L'entrée au ciné-club est gratuite et on vous attend nombreux. Alors encore bravo à l'équipe, c'est les mêmes, quasiment. David et Thomas à l'image, Arthur Deren pour la musique, Neville en a rempli des extraits d'animation et Thomas Huguet pour le mixage. Alors, donc vous avez vu le programme, on y reviendra en détail tout à l'heure, mais pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le dur de la science, puisque nous avons des scientifiques qui vont participer au Ciné-Club cette année, qui sont avec nous aujourd'hui. Alors déjà, on va commencer par récupérer Cédric. Voilà. On va ensuite accueillir Alice Le Breton. Merci Alice, on peut l'applaudir. Chercheuse INRA en biologie moléculaire à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure. Et nous avons également Sylvain Boulet, qui lui a un métier dont le nom qui est assez sympathique, planétologue.
qui travaille, qui est maître de conférence à Paris Sud, Géosciences Paris Sud, et dont un des travaux notamment est de faire de la planétologie comparée entre la Terre et Mars. Voilà, alors biologie moléculaire, génétique, Mars, je pense que vous avez peut-être compris de quel film il s'agit. Je vous laisse en discussion avec Cédric. Ok, alors ce soir... Ouais, c'est bien. Proche, on sait pas. Voilà. Alors, je sais pas, Alice, est-ce que on a une bonne chance de voir effectivement le tyrannosaure venir assister au ciné-club? Malheureusement, j'ai bien peur que non, parce qu'il y aura du monde dans la salle en revanche pour un film comme ça. Et d'un point de vue scientifique, je trouve ça vraiment très intéressant, surtout en tant que biologiste moléculaire, de venir intervenir sur un film comme celui-là. C'est un film que je pense que j'ai vu à l'adolescence et que je n'ai pas tellement apprécié. Et le redécouvrir maintenant dans un contexte de recherche actuel lui fait prendre tout son sens. Et j'ai l'impression qu'à partir d'un film relativement ancien, on peut vraiment parler de la science d'aujourd'hui, de la science qui me parle à moi, de génétique, de biologie moléculaire, avec entre autres deux grandes problématiques phares qu'il y a en ce moment, qui va être le séquençage d'ADN d'anciens, quels étaient les génomes des ancêtres des animaux actuels. On peut répondre à un certain nombre de ces questions aujourd'hui. On ne pouvait pas du tout faire au moment où le film a été fait. Et puis la deuxième thématique vraiment d'actualité, c'est la modification du génome, avec des outils très très récents qui sont apparus et qui permettent maintenant de modifier le génome, et tout ce que ça traîne en termes d'éthique à nuancer en fonction de si on parle de modification du génome pour des applications dans l'alimentation, à titre médical, ou bien, comme dans le film, à titre récréatif, et là on peut plus se poser des questions. Alors, tu évoques les nouvelles techniques, genre CRISPR-Cas ou ce genre de choses, avec possibilité de faire beaucoup plus dans la précision, dans l'expérimentation, dans la commercialisation. Donc, est-ce qu'on peut imaginer précisément le parc récréatif dans lequel, pas forcément un dinosaure, mais certains animaux disparus pourraient être à grands frais d'expérience ressuscités pour la curiosité du public? On peut imaginer, je pense qu'on pourrait être pas très loin de recréer des animaux disparus, le mammouth en particulier. Les dinosaures, non, c'est pas d'actualité. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça soit tolérable d'un point de vue éthique. Sur la question du film Jurassic Park, quand il est sorti, il y avait certains paléontologues ont critiqué Spielberg pour avoir manqué d'imagination sur l'apparence des dinosaures, en particulier leur couleur. Et voilà, verdâtres comme des crocodiles, alors que d'autres voient les dinosaures comme colorés comme des oiseaux. D'où la question, quand on a comme ça quelque chose qui est dans l'imaginaire à représenter, où est-ce qu'on trouve la part entre la représentation classique, la représentation scientifique? Quel est le rôle du réalisateur dans ce débat-là? Et si toi, tu avais été conseillère du film, qu'est-ce que tu aurais suggéré sur cette question-là? Je n'aurais pas été conseillère du film. Et sur la couleur des dinosaures, je ne me prononce pas. Et je pense que c'est vraiment le parti pris de Spielberg de se placer dans ce que le public de l'époque attendait en termes de couleur des dinosaures. C'est-à-dire que dans l'imaginaire des gens, les dinosaures avaient la couleur des fossiles à l'époque. Et donc il ne s'est pas lancé dans un monde coloré qu'on commençait juste à évoquer, je pense, à cette époque-là. Ok, super. Sylvain, tout à l'heure, Alice nous disait voir le film de Spielberg dans le contexte de maintenant où il y a des avancées considérables, ça va donner une nouvelle couleur. On peut dire qu'il va y avoir un peu quelque chose comme ça, parce que aussi pour le film sur la planète Mars, pas au sens où Mars a vraiment changé, mais au sens où les questions des planètes lointaines, ça a changé complètement depuis quelques années. Ouais, c'est ça, Aelita, en fait, c'est un voyage qui va faire vraiment vous faire marcher votre imagination. Parce qu'il faut vous remettre dans le contexte, en fait, ce film date de 1924. Et en 1924, on ne sait pas à quoi ressemble la surface de Mars. On l'a déjà observé dans une lunette astronomique, on a fait des cartographies,
Mais à cette époque-là, on pense encore que la vie est possible sur Mars. On sort tout juste du fameux débat sur les canaux martiens. Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, là, on annonce qu'il y a des canaux, notamment avec Schiaparelli qui fait des cartes très précises, Percival Lowell qui investit énormément d'argent pour faire les cartes les plus précises, pour dessiner les canaux, pour comprendre justement comment vivent les Martiens. Donc à cette époque-là, Camille Flammarion, à la fin du 19e siècle, le décrit très bien et dit, ben voilà, la surface, elle est orangée, soit on a deux choix, soit elle est tout simplement rocailleuse et il n'y a rien, soit c'est tout simplement une végétation qui est orangée. Et donc, il décrit avec beaucoup d'imagination toute cette vie martienne. Les canaux, évidemment, c'est tout simplement des canaux pour ramener l'eau du pôle Nord vers l'équateur, parce que les Martiens n'ont pas d'eau à l'équateur, mais il le raconte parce que, voilà, il le croit vraiment. Et c'est vrai qu'Aelita, c'est ça, c'est le premier film de science-fiction où finalement on envoie des hommes sur Mars, où on rencontre les Martiens. Vous verrez évidemment cette vision très futuriste des Martiens, et ça colle finalement avec la vision de Camille Flammarion qui disait, ben voilà, les Martiens sont certainement des êtres plus avancés que les Terriens, tout simplement parce que ben voilà, Mars a été plus rapide à se refroidir, donc du coup ben voilà, les Martiens existent depuis bien plus longtemps que sur Terre, et donc finalement ben voilà, c'est des habitants plus avancés. Et dans Aelita, ben voilà, finalement c'est la rencontre entre plusieurs Terriens, 3 Terriens, et notamment la reine donc, de Mars, Aelita, et puis évidemment il y a toute une histoire de prise de pouvoir, etc., qui est très intéressante. C'est un film muet avec la musique, mais c'est vrai que voilà, on est embarqué, et puis moi j'adore les costumes, hein, parce que voilà, c'est digne quasiment des défilés de top modèles actuels, les plus modernes, et donc voilà, donc c'est vraiment une belle aventure. Super. Tu parlais de questions de refroidissement de la planète Mars par rapport à la Terre, et il y a un thème général aussi dans l'étude des planètes de façon générale. Dans l'étude des planètes, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la Terre à partir de l'étude d'autres planètes. On dit même que les premières alertes sur la problématique des effets de serre et du réchauffement climatique, ça venait de l'étude du climat de Vénus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce que nous a appris Mars en toutes ces années qu'on l'a étudié, ou ce que nous ont appris les autres planètes? Alors sur la thématique du réchauffement climatique, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je travaille dans une équipe qui compare vraiment la surface terrestre avec la surface martienne, notamment sur les thématiques glaciaires. C'est-à-dire que ça soit le sol martien ou le sol terrestre, eh bien une grosse partie du sol est complètement gelée. Et donc sur Mars, on étudie notamment ce pergélisol qui est en permanence gelé, et sur Terre, tout le nord de la Sibérie notamment, hein, le nord du Canada, le Spitzberg, eh bien il y a ce sol gelé. Et aujourd'hui, le constat est que sur Terre, on observe justement une fonte en partie de ce pergélisol, hein, dans les terres polaires, et effectivement sur toutes les habitations, etc., c'est un véritable impact. Et finalement aujourd'hui on arrive presque à mieux comprendre eh bien, certaines morphologies sur Mars, de décongélation du pergélisol à partir de ce qu'on observe sur Terre et vice-versa. Et donc il y a un véritable analogue. Donc il faut effectivement observer ce qu'on observe sur Terre sur le terrain. Donc on doit aller se rendre en Sibérie, au Spitzberg, au Canada, pour aller faire ces mesures in situ, pour justement mieux comprendre ce qui s'est passé dans le passé sur Mars. Parce que Mars, aujourd'hui, on a l'impression voilà, qu'il ne se passe plus grand-chose. Mais dites-vous quand même que l'obliquité de la planète Mars ne cesse de changer depuis des milliards d'années, et donc on a finalement des variations de climat régulières sur Mars, des réchauffements, des refroidissements, etc. Donc il se passe beaucoup de choses sur Mars comme sur Terre. Tu dis Mars, il ne se passe plus grand chose, mais est-ce que ça vaut le coup qu'on y aille, puisque on sait qu'il y a des gens qui actuellement investissent des sommes extraordinaires pour pouvoir un jour envoyer l'humanité sur Mars? Est-ce que c'est un rêve que toi tu caresses? Ah, évidemment, moi j'aimerais bien aller me balader. Si je pouvais avoir cette vision de terrain, de tous les terrains que j'ai pu visiter et aller voir ce qui se passe vraiment. Alors évidemment, l'eau liquide ne coule plus à la surface, il n'y a plus d'océan, il n'y a plus de lac. Mais attention, hein, quand je dis
il se passe plus grand-chose sur Mars. Peut-être à la surface, récemment on a certainement peut-être découvert encore des traces d'écoulement souterrain sur Mars, donc il y a peut-être encore de l'eau souterraine qui coule à 100-150 mètres en profondeur, donc ça c'est déjà une première chose. À la surface, on le voit, avec les variations du climat, on voit des petits écoulements, on n'a pas encore trop compris si c'est de l'eau, si c'est des grains qui juste glissent, mais toujours est-il qu'on a vu que sur Mars, il y a une pression atmosphérique qui est très 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 faible, à 6 millibars, et à cette pression-là, en fait, on ne peut pas avoir l'eau liquide. Et donc en fait on passe directement finalement de la glace à la vapeur. Et imaginez-vous que quasiment partout sur Mars, et bien cette glace en surface va commencer à bouillonner. Imaginez-vous des petites bulles d'eau qui gazouillent partout sur la surface de Mars, et ça déstabilise le sable d'un coup, ça bouillonne sur Mars. Et donc certainement, et bien voilà, on a cette déstabilisation de grains et on a des choses qui se passent sur Mars. Donc évidemment par rapport à il y a 3 milliards d'années quand il y avait l'eau qui coulait, il se passe moins de choses. Mais quand même, ouais, non, pour aller passer ses vacances, c'est cool. Oh, il y a peut-être un parc dinosaurien. Alors, Quentin me fait signe que ça y est, on est arrivé au... Pardon ? Oui, on est arrivé au bout de notre temps. On remercie très fort nos intervenants, Alice et Sylvain. À ce jour, la séance du Ciné-Club qui a été la plus prise d'assaut, c'était quand on avait programmé Gravity en 3D, où on avait même assisté à des scènes inouïes comme nos équipes étaient prises d'assaut, et on avait une gentille vieille dame qui a envoyé un grand coup de pied dans la caisse qui contenait les lunettes 3D pour s'emparer de l'une d'entre elles parce qu'on n'avait pas assez pour tout le monde, donc en fait c'était une denrée rare. Alors on se demande si Jurassic Park ou Aelita vont réussir à aller encore plus loin dans la prise d'assaut. Voilà, Quentin. Merci Cédric, merci Alice et merci Sylvain. On va avoir maintenant last but not least, 2 invités de marque. Alors tout d'abord c'est Jean-Philippe Usan, donc qui est physicien, directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré, avec qui on élabore le programme du Ciné-Club, et Isabelle Gibalardi, qui est ici évidemment chez elle, directrice du Grand Action. On peut les applaudir. Alors l'un et l'autre, je vais vous laisser revoir un petit peu le programme qu'on a vu tout à l'heure en bande-annonce. Et Isabelle, je te laisse déjà introduire peut-être en nous parlant un petit peu du cinéma, du Grand Action, et univers convergent. Parmi l'univers du Grand Action, qu'est-ce que ça représente ? Alors, vous avez du temps, hein, parce que quand je commence à parler du Grand Action, c'est difficile de m'arrêter. Alors, le Grand Action, c'est un cinéma que j'ai acheté en 2005, et en fait, j'ai capitalisé sur ce qui faisait le contenu d'image de Grand Action, c'est-à-dire Hollywood classique et Nouvelle Hollywood, et j'ai introduit des exclusivités américaines et italiennes. Donc, ma ligne de programmation, c'est de Hollywood à Cinecittà, d'hier à aujourd'hui, ce qui suppose la création d'un lien permanent entre exclusivité et film de répertoire. Voilà, là je viens descendu. Merci Isabelle. Tu nous introduis l'équipe ? Ah ben bien sûr, évidemment. Alors, donc nous allons ouvrir le bal avec Citizen 4. Alors, Citizen 4 est bien sûr est un film documentaire américain. Il est réalisé par Laurent Poitras et il est sorti en 2015. Il a eu d'ailleurs l'Oscar du meilleur documentaire. Ce film, nous allons vous le présenter en DCP. Alors, en parlant des films, je vais vous signaler DCP ou copie 35. Le DCP, ce sont donc des copies numériques. C'est des disques durs qu'on met dans notre serveur qui vous permettent de projeter le film. C'est très important cette segmentation. Quentin y a tenu, et effectivement, vous savez que il y a de moins en moins de salles équipées de projecteurs argentiques, de projecteurs 35 mm. Donc, moi, mes 2 cabines sont mixtes, donc pour vraiment veiller à la diversité des œuvres proposées, cette mixité technologique est nécessaire. Donc là, ce sera un film qu'on va présenter en DCP. Il est distribué par Haut et Court. Et bien entendu, il raconte l'histoire de Snowden, qui est d'une actualité brûlante, car l'une des dernières décisions d'Obama concerne Snowden. Hein, ça s'est sorti ce matin. Voilà, exactement.
Alors, donc, ce film documentaire va ouvrir de nombreux sujets de discussion. Ah oui, donc il faut que je vous dise pourquoi on a choisi ce film-là. Ah, voilà, c'est le jeu. Oui, alors il y a plein de raisons. Le choix des films, c'est déjà peut-être comment est-ce qu'on choisit ces films. On a une longue liste de films que l'on aime et surtout qui nous interrogent sur des problématiques de science. C'est vrai qu'Ali tout à l'heure parlait de science et c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de parler de science. Le but n'est pas de parler de science de façon technique, c'est pas de dire dans ce film, là c'est réaliste, c'est pas réaliste, ça ne nous intéresse pas. C'est d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire que la science fait partie de notre vie tous les jours, on utilise des technologies, la science, on doit prendre en tant que citoyen des décisions basées sur des connaissances de science, et donc il faut avoir une idée de la science telle qu'on la pense aujourd'hui, et de ce qu'on peut en tirer si on l'extrapole vers le futur. Alors ça c'est vrai que les auteurs de science-fiction le font, alors dans la science-fiction il y a tout, il y a de la hard fiction, il y a de la soft fiction, mais vous pouvez imaginer simplement de prendre un élément de science, et puis de l'extrapoler un tout petit peu, et voir ses conséquences dans 5 ou 10 ans sur le monde dans lequel on pourrait vivre. Et en fait, ce cinéma explore les mondes qui pourraient être, étant donné la science que l'on connaissait à une époque. Et ce que disait tout à l'heure Alice sur Jurassic Park, tout à fait vrai, c'est-à-dire que souvent, on a des films qui nous parlent de l'extrapolation des sciences faites il y a 30 ans ou 20 ans, et donc on voit comment il y a 20 ou 30 ans, les gens imaginaient le futur avec la science qu'ils connaissaient, et en fait, on a l'expérience réelle, puisqu'on peut comparer à ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc on peut voir aussi comment cet élément d'extrapolation sur les mondes à venir peut être correct, peut être faux, peut être biaisé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important dans le débat citoyen et politique, parce que c'est là-dessus qu'on base les choix dans une société. Donc parler de science, c'est pas parler du technique. La technique, on a les universités, on a les études, mais c'est montrer qu'avoir un savoir scientifique est quelque chose qui vous grandit, qui vous donne des nouveaux décryptages et qui est nécessaire dans la société d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que ce film-là, on l'avait aimé, Quentin et moi, énormément, et je pense qu'on n'a pas été les seuls, puisque, comme tu l'as dit, il a été primé, et on a beaucoup parlé de ce film-là. On a eu au mois d'octobre, c'était ce colloque Oxygène du numérique, où on a discuté sur les implications du développement des techniques numériques, du rôle des mathématiques dans ces technologies-là. Et à un point, on a eu une table ronde sur les questions éthiques. Et là, il est clair qu'on voit avec ce film-là le rôle de l'humain. C'est-à-dire que bien sûr, on a des technologies, on utilise tous les réseaux, les outils de communication comme le téléphone. Et c'est bien d'avoir des outils, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces outils en termes de société, comment est-ce qu'on les utilise, et comment est-ce qu'on est finalement lucide par rapport à ce que ces outils empiètent sur notre vie privée. Et là je crois que ce film-là va nous permettre de discuter de ça. Il va aussi nous permettre de discuter du rôle de Snowden, c'est-à-dire que cette personne qui a travaillé pour des instituts d'État, qui à un moment décide de dire que c'est de son devoir de communiquer ces informations alors que son devoir de réserve lui dirait le contraire. Et ça, on peut être en tant que chercheur dans cette situation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un savoir qui est un savoir commun, qui est un savoir collectif, il y a un moment, il y a un savoir qui peut être resté secret. Comment est-ce qu'on passe cette barrière? Quelle est notre position déontologique par rapport à ça? Et ça va nous permettre aussi de discuter, au-delà du cas de Wikileaks, en fait, cette implication du chercheur en tant que personne dans un système. Voilà. Alors, ensuite, en février, on continue donc avec Aelita, dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Alors, c'est un film russe, bien sûr, réalisé en 1924, comme vous le précisiez, et il est réalisé par Yakov Protazanov. Et il a la particularité d'être l'un des premiers longs métrages de science-fiction. En tout cas, ça a été le premier long métrage européen à bénéficier de ce budget, un budget qui était faramineux à l'époque. Alors la science-fiction, c'est un thème récurrent dans le cinéma muet. On peut dire que dès que quand le cinéma est né, en 1895, on a eu, bien entendu, le courant des Frères Lumière qui ont eu la volonté d'aller filmer tout ce qui se plaçait sur la planète pour témoigner à l'intention des générations futures. Et à côté de ça, on a eu Méliès qui, dans son studio à Montreuil, a réinventé la réalité. Tout de suite, ces deux courants ont coexisté de façon très forte. Et évidemment, tout le monde a en tête le fameux Voyage dans la Lune de Méliès, qui est une forme de premier long métrage, entre guillemets, parce que c'est relativement court, mais en tout cas c'est une structure narrative de long métrage. Ce film, évidemment tourné en 1924, a été tourné en 16 images secondes. Nous allons vous le présenter grâce au distributeur Gaumont Pathé Archives sur une copie 35 mm
Et une copie sonorisée, et bien entendu, elle a été sonorisée en 24 images secondes. Hein. Voilà. Oui. Et bien entendu, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, nous allons vous la présenter dans le cadre de ce qu'on appelle un ciné-concert. Et ça va être un moment absolument magique. C'est Robert Piéchaud. Alors certains de mes spectateurs de Ciné-Goûter du dimanche se souviennent peut-être de Robert Piéchaud. Robert Piéchaud est un pianiste absolument génial et c'est un grand cinéphile, et il se trouve que c'est un grand amateur de science-fiction. Donc c'est vraiment la personne idoine. Et la particularité de Robert, c'est qu'il joue et en improvisant. Et il improvise en fonction de ce qui se passe à l'écran, mais en fonction de vos réactions, en fonction des réactions du public. Et ça forme donc une œuvre absolument unique. C'est un film super. Alors, premièrement, c'est un film que j'adore parce que j'aime beaucoup l'esthétique soviétique. En général, depuis les années 20, en littérature, en cinéma, il y a des choses assez extraordinaires. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Alors, ce film-là, plus que... Donc, on a parlé de Mars. Le thème des autres mondes, ça, c'est un thème qui traverse la littérature, qui traverse la fiction depuis toujours. Moi, le point, peut-être qu'on peut souligner, c'est, vous connaissez tous le grand astronome Johann Kepler. Kepler, qui est connu pour avoir déterminé les lois du mouvement des planètes, qui a écrit des ouvrages très techniques. Mais il a écrit un petit livre qui est fabuleux, qui s'appelle Somnium, qui s'appelle Le Songe, dans lequel, donc il avait compris, on le savait depuis Copernic, que la Terre tournait sur elle-même, mais bien sûr, il était dans l'impossibilité de donner la moindre preuve du fait que la Terre tournait, puisqu'on n'avait pas de technologie. Vous savez que la preuve n'est arrivée qu'en 1850 avec Pluton, donc c'était bien plus tard. Et pour faire comprendre aux gens, finalement, que cette planète doit tourner, notre planète doit tourner, il écrit cette petite œuvre de fiction dans laquelle il va sur la Lune et il observe la Terre tourner depuis la Lune. Et en fait, comme il est incapable d'en donner une preuve scientifique, il en donne une preuve poétique. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que souvent on nous pose la question quel est le lien entre l'imaginaire, la fiction et la démarche scientifique. Et là, je crois qu'on est exactement dans ce film-là, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments scientifiques, on va avoir des éléments de réalité, on va voir ce que l'on projette, on va voir ce que le ciel dit en retour sur ce que nous sommes en tant que société. Et cet aller-retour, c'est une longue tradition qui remonte à toute l'histoire de la littérature en est parsemée. Et là, on va avoir un exemple cinématographique. Et je crois, alors peut-être, dis-moi si je me trompe, je crois que c'est le premier film du cinéma dans lequel on a la lumière qui fait 5, 4, 3, tu sais, le truc qui tourne. D'après ce qu'on m'a dit, je crois que c'est le premier film à avoir utilisé ce truc. Alors, je l'ai lu aussi, mais je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier. Donc, ce que je vous propose, je vais creuser le sujet et je vous donnerai une réponse définitive en février. Alors, ensuite, changement de décor, on retourne aux États-Unis en 1993 pour le premier opus de la saga Jurassic Park, réalisé bien entendu par Steven Spielberg. Ce film vous sera projeté en DCP et le distributeur est Universal, comme tous les Spielberg. Alors, Spielberg est quelqu'un, donc c'est un réalisateur du Nouvel Hollywood, et il a gardé ses yeux de petit garçon. C'est ça qui est génial. Et quand il fait des films de science-fiction, en fait, il réalise ce qu'il a. Il a gardé ses rêves d'enfant. C'est le cas de beaucoup de réalisateurs d'ailleurs. Hein. On peut peut-être se dire que c'est ce qui fait un bon réalisateur. Et il imagine dans ses films ce qu'il aurait aimé voir exister quand il était enfant. Donc effectivement, quel enfant n'a pas rêvé de voir des dinosaures réapparaître, naître, enfin c'est vraiment un fantasme d'enfant. Il a non seulement inventé une saga, mais il a inventé un genre cinématographique qui est le film de préhistoire, le film de préhistoire réel, et c'est donc voilà, c'est un film, pardon. Voilà, absolument, un nouveau genre cinématographique. C'est à voir et à revoir. Bon, on n'avait jamais parlé de dinosaures au Ciné-Club. Après, on a choisi ce film-là d'abord parce que c'est un film avec Jeff Goldblum. En fait, on n'avait jamais eu de film avec Jeff Goldblum, quand même, ça manquait. Donc voilà, ça c'était aussi une envie. Ce film, vous avez vu, bon,
Alice en a bien parlé, il y a beaucoup de thématiques qu'on va pouvoir aborder, aussi bien de génétique. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de... Il y a des gens qui pensent à ce programme Reboot Humanity. Si on avait une grande catastrophe, s'il faudrait laisser génétiquement, est-ce qu'on pourrait relancer l'humanité? On peut imaginer cloner des animaux du passé. On peut, l'autre invité qui sera Jean-Sébastien Steyer, qui travaille au Muséum d'Histoire naturelle, à imaginer ce qu'aurait pu être l'évolution des dinosaures. Donc lui pourra vous répondre sur les questions de couleur des dinosaures, de savoir comment on se représente les dinosaures, parce qu'à partir de quelques os, arriver à comprendre comment marchent ces animaux est quelque chose de très difficile. Mais c'est surtout l'interaction entre les différents acteurs dans ce film. Parce que d'un côté, vous avez des scientifiques spécialistes de leur domaine qui ne peuvent même pas imaginer qu'on arrive à recréer ces animaux. Vous avez un industriel milliardaire qui, lui, va investir dans des techniques innovantes, peut-être en ne respectant pas toutes les règles déontologiques que les scientifiques se seraient données, et donc ils ne leur ont pas permis à eux d'arriver à cloner ces dinosaures. Et donc, bien sûr, quand les scientifiques découvrent ça, pour eux, c'est un monde imaginaire. Comme je disais, le monde s'effondre un petit peu parce qu'ils voient, en fait, un certain nombre de spéculations, de théories qui s'effondrent parce qu'on voit ces animaux exister. Il y a bien sûr les questions de rentabilité. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de découverte? Et puis, on a le décryptage un petit peu décalé de Jeff Goldblum, spécialiste de la théorie du chaos, qui parsème, en fait, tout le film de petites théories mathématiques, et en général il y a faux pendant tout le film, c'est pour ça qu'on a choisi le film. Alors ensuite on passe à Royal de Kiyoshi Kurosawa, qui s'écrit Real mais que tous les cinéphiles prononcent Réal, sorti en France en 2014. J'ai parlé de cinéphile parce que c'est un film qui est vraiment ancré au cœur de la cinéphilie. C'est un film japonais bien entendu. Je vais vous le présenter en DCP et en VO. Bien entendu, c'est une adaptation d'un célèbre manga et le petit ami d'une jeune fille qui est dans le coma va essayer de dialoguer en direct avec son inconscient. C'est une thématique très souvent explorée. On pense évidemment par exemple à Inception de Christopher Nolan. Donc un film qui va nous parler du cerveau, qui va nous parler de neurophysique. Aujourd'hui en science, il est clair que la recherche en neurophysique, c'est peut-être un des domaines qui bouge le plus, où il y a le plus de découvertes, et ça remet en question beaucoup de choses par rapport à notre relation, quelle est la limite entre la vie et la mort. Et vous savez, en fait, finalement, c'est peut-être ça ce qui reste de la science, c'est qu'on vit avec des catégories, on définit des choses mortes, des choses vivantes, des robots, des humains, des hommes, des femmes. Et en fait, la science nous apprend que tout ça, ce ne sont que des catégories qui évoluent avec le temps. Et là, on voit qu'il y a cette question de savoir, cette personne qui est dans le commun, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est morte? Et puis, c'est un film de fiction, donc bien sûr, à un moment, il y a un petit dérapage avec la réalité, mais j'en dirai pas plus, qui fait que ça donne tout le sel par rapport à une réflexion de savoir qu'est-ce que la réalité. Je pense que de ce côté-là, c'est un film qui nous emmène très très loin, beaucoup plus loin qu'Inception. Ensuite, La vie privée de Sherlock Holmes, réalisé par Billy Wilder en 1970. On va vous le présenter sur une copie 35 mm grâce au distributeur Park Circus. Alors c'est l'immense Billy Wilder, autrichien, venu travailler à Hollywood. Vous savez que c'est tous les juifs ashkénazes qui ont vraiment fait ce que Hollywood a été. Et ce grand réalisateur hollywoodien, son chef-d'œuvre absolu est Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule, revient dans la vieille Europe et réalise un film britannique truculent où il s'attaque au mythe de Sherlock Holmes, qui n'aime pas trop les femmes, voire pas du tout les femmes, qui a différentes addictions. C'est truculent, c'est brillantissime. Alors, Sherlock. Donc il y a plusieurs raisons pour ce film. Vraiment, c'est en phase avec aussi ce qui va se passer à l'Institut, puisqu'au mois de mai, on va lancer une application de jeu avec tout un parcours dans le quartier latin avec des énigmes à la Sherlock Holmes. Donc ça va être lancé la semaine avant le film. Donc on sera vraiment dans un mois Sherlock Holmes. Et puis aussi le musée, parce qu'il est clair que ce côté d'avoir des énigmes, utiliser la logique, la déduction à partir de faits scientifiques, c'est quelque chose qui va être mis en œuvre dans notre musée. Donc on réfléchit vraiment à comment est-ce qu'on parle de science à des enfants, comment est-ce qu'on les amène à faire des déductions, à réfléchir sur ce que c'est qu'une démonstration. Et là, avec Sherlock Holmes, on a finalement, dans la vie de tous les jours, sans avoir besoin d'utiliser des grands théorèmes mathématiques, la mise en œuvre de son esprit critique et de son esprit de déduction. Et je crois que... Et puis Cédric adore Sherlock Holmes. Ouais, moi je suis un grand fan de Sherlock Holmes et j'en profite pour rappeler que de façon assez ambiguë,
Le grand méchant dans Sherlock Holmes, le professeur Moriarty, est un mathématicien. Alors, on va terminer cette saison avec The Big Short, réalisé en 2015 par Adam McKay. Ce film a eu l'Oscar du meilleur scénario adapté. Et bien entendu, je vais vous le présenter en DCP grâce au distributeur Paramount. Les mathématiques sont effectivement au cœur du sujet, puisque ce film nous permet de suivre 4 héros. C'est un film choral. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les films chorales. Et quand il s'agit de suivre 4 personnages brillantissimes, c'est un film trépidant. Ces 4 héros anticipent chacun à leur manière, chacun avec des outils différents, dès 2005, la crise des subprimes de 2007-2008. Et tout ça grâce au maths. Oui, alors ça c'est un vrai débat de société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie qui aime bien s'appeler la science économique, qui est quand même la seule discipline qui a utilisé un prix des banques suisses et qui a réussi à le prix Nobel, qui est assez extraordinaire en termes de détournement de titres. L'économie, en fait, vous avez bien vu l'année dernière, je crois qu'il y a 2 ans, ce grand débat sur les commissions CNU. Est-ce qu'il fallait y avoir deux commissions d'économie entre l'économie orthodoxe et hétérodoxe qui montraient à quel point cette discipline ne savait pas comment gérer elle-même les théories qui décrivaient les phénomènes économiques. Alors les maths sont très utilisées, il y a une école de mathématiques de finance qui est très basée sur les maths, et malheureusement toutes ces théories qui sont très critiquées par les économistes qui essaient de mettre l'humain au cœur de l'économie, parce qu'elles étaient incapables de prédire même l'existence de crise. Et c'est ça ce qu'on voit, c'est-à-dire on voit des gens, des économistes, des financiers qui ont foi dans les théories, qui disent mais c'est pas possible d'avoir des crises, en fait c'est pas possible, parce que les modèles ne permettaient pas de prédire les crises, en fait ça n'existait pas dans les modèles, et qui ont une foi mais énorme dans le système et qui vont aller jusqu'à des raisonnements complètement irrationnels, être capables de ne pas voir la réalité, les faits, et qui vont avoir l'esprit voilé par rapport à une croyance dans une théorie mathématique. Et je crois que ça, c'est un des écueils de la science. On fait des théories, les théories ont des limites. Il ne faut pas croire aux théories plus que ça. Ce qui prime à la fin, c'est la réalité. Et si la réalité n'est pas en accord avec la théorie, c'est que la théorie a un problème. Donc elle peut être utile, ou la réalité c'est un problème. Voilà, ça dépend, il faut demander ça aux gens américains qui ont vraiment super réussi pas. Donc oui, là on peut avoir un vrai débat sur ce genre de choses. Et donc là il y a vraiment quelque chose d'intéressant et qu'on va avoir dans nos invités, donc des gens qui vont être un peu les défenseurs de ces 2 types de relations entre mathématiques et économique. Et là c'est important puisque vraiment c'est un choix de société de savoir comment est-ce qu'on utilise un outil et jusqu'où est-ce qu'on peut croire dans la validité des prédictions de cet outil. Alors c'est content. Merci Isabelle, merci Cédric, merci Jean-Philippe. Merci à toi.